tout. Et bonsoir, Tinaria. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. La famille, ça va? Je sais pas. D'accord. Et merci pour le follow. Aritadori. Merci beaucoup. Et oui, Bonsoir le chat. bonsoir Comment ça le va chat. Messieurs, dames, dans le public, ça va? Ça va. Ouais, Ils sont avec ok, un peu d'entrain tout de même. Yeah, c'est ça que je veux. Oh là là, et, heureusement qu'il y a des gens qui ont pris du café ce matin. Genre moi, j'en ai pris 8, au bout d'un moment ça commence à devenir... Je sens que je suis nerveux là. On va Et ça va accueillir le faire. notre premier invité. Exactamente. Tu te mets où tu veux. Installe-toi, fais comme chez toi. Vas-y, vas-y. Et oui, car nous allons entamer notre petit panel sur TikTok et le cosplay. Exactement. On va voir ce qui peut être raconté, ce qui peut être dit, alors qu'on reçoit le deuxième invité. Le plan est parfait. Ah, notre deuxième invité. Et Installez-vous. bonjour. Absolutely. Faites comme chez vous. Et merci pour les follow. Oh là là, dis donc, ça follow comme Jaja là. Allez, hop. Petite story. Pas de pression. Il n'y aura pas de contrôle à la fin. Alors la pression chez nous. Oui, on mais la je peux avoir des questions assassins. Il n'y a pas de mais- contrôle à la fin. On sera prêt à répondre, hein. Avec plaisir. On va dire les termes. Eh bien, bonsoir à vous. Comment ça va? Bon, franchement, ça va super, hein. Moi, j'ai passé une super journée à Japan Tour. C'était la première édition que je fais. Ah oui. Et clairement, l'ambiance, elle est top. En plus, pour un vendredi, voilà, j'ai vu même des petits collégiens et tout passer. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient là. Je pensais qu'ils allaient en cours. Mais on m'a dit que voilà, il y avait la préparation du brevet. Du coup, je comprends. Mais vraiment, très bonne expérience pour le moment. Peuvent se le permettre. Pareil, la même, c'est ma première édition. Là, je viens tout droit de Paris, donc un petit peu fatiguée. Mais au taquet avec cette chaleur incroyable. Oh, c'est beau ça. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Du coup, moi, c'est Anthony, aussi appelé The French Levi sur les réseaux sociaux. Je crée du contenu depuis 7 ans sur les thématiques du cosplay, de la K-pop, de la culture asiatique en termes larges, on va dire, des mangas, des animés. Et voilà, je produis régulièrement du contenu, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch et même Instagram. Donc voilà. Sinon, sur les réseaux, je m'appelle Anthonyme. Voilà, c'est Anthonyme ou The French Levi. Voilà. C'est super. N'hésitez pas à follow, évidemment. Merci. Le follow. Et moi, du coup, Maman Monichi, je fais de la création de vidéos, surtout sur la pop culture des années 80-90. À aujourd'hui, c'est vrai que je traite un petit peu des sujets d'aujourd'hui. Et je fais accessoirement du cosplay quand je me rends sur les conventions. Bon, là, ça se voit pas, mais demain je reverrai en cosplay. Ouais. De Une même. journée seulement, sinon après, trop fatiguée. N'hésitez pas à follow aussi. Bah évidemment, ouais, carrément. évidemment. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du TikTok? Ou en tout cas du contenu sur Internet? TikTok, en fait, moi, vu que je crée du contenu depuis 7 ans, on va dire que j'étais déjà sur YouTube. Ouais. Quand j'ai vu TikTok apparaître, c'était un peu un ovni. Après, moi, il faut savoir que j'ai toujours suivi un peu les tendances. Je savais que TikTok, qui s'appelle Douyin en Chine, c'était très populaire pour faire notamment des trends, etc. Le TikTok chinois est très différent de celui qu'on connaît actuellement en France. Et moi, j'aime bien tout ce qui est un peu marginal. C'est-à-dire, voilà, le cosplay, ça a été souvent critiqué. Les animés, c'est pareil. La K-pop également. Donc j'aime bien me tester de nouvelles choses et je me suis dit, bon, TikTok, tout le monde critique, tout le monde dit que c'est des danses bizarres. Donc moi, je me suis mis dessus et j'ai commencé à créer du contenu ensuite sur cette plateforme. En faisant des danses bizarres ou Dis-toi qu'à un moment, j'avais essayé et je sais pas, j'arrivais pas à suivre forcément le mouvement. Du coup, je voulais vraiment proposer mon propre contenu et au final, ça a beaucoup plu. Mais est-ce que tu t'es tâté justement avant de trouver le contenu qu'il fallait ou pas? Moi en fait j'ai toujours parlé de K-pop, de cosplay, également de manga et d'animé, donc j'ai toujours fait beaucoup de choses on va dire sur les réseaux et j'ai vu que ça a pris assez rapidement en réalité. Ouais. Donc j'ai vu l'évolution et je me suis dit que c'était possible pas forcément de gagner sa vie avec parce que surtout que TikTok à la base c'était un peu un ovni, personne ne savait ce que ça allait devenir, peut-être que ça allait être éphémère le temps d'un confinement, on ne savait pas. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, il y a quand même moyen de se faire un peu plus connaître. Moi, mon objectif, c'était aussi de rediriger les gens sur Instagram, sur YouTube, et pour qu'ils découvrent aussi mon travail sur d'autres plateformes.
et le fait justement aussi de cette notion de partage sur TikTok et le fait que ça soit de la visibilité un petit peu constante et parfois un peu random aussi, est-ce que ça a été un genre de tremplin aussi dans la diffusion de ton contenu à toi? C'est vrai, en fait TikTok, même pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le public ou même dans la convention, ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que n'importe qui peut avoir de la visibilité, quel que soit son nombre d'abonnés. Et vraiment, c'est une vraie porte d'entrée pour les gens qui aimeraient se spécialiser dans la création de contenu ou tous les métiers liés au digital. Et ce qui se passe, c'est que à la fois c'est un avantage, mais c'est aussi un désavantage dans le sens où il faut savoir se forger quand même une identité, car tu peux avoir beaucoup de vues sur TikTok et les gens ne savent pas forcément qui tu es, et inversement avoir pas trop de vues, mais les gens savent t'identifier. Du coup, je dirais que faut savoir jauger au niveau des deux aspects. Et toi, maman, alors si je peux t'appeler maman? Ouais, on peut, il n'y a pas de souci. Moi, du coup, c'était un petit peu la même chose. Au début, TikTok, moi j'ai 35 ans, hein, donc j'ai commencé à 30 ans. Pour moi, à 30 ans, TikTok, c'était des petits jeunes qui faisaient des danses. J'étais là, waouh, c'est pas du tout mon truc, j'y arriverai pas. Et puis j'ai commencé à faire des petites vidéos où vraiment c'était dans l'instantané, quoi. Je voulais partager qui j'étais, tout simplement. Et j'ai commencé à diffuser une vidéo. J'ai parlé du téléphone secret des années 80. Ah oui, ouais. Un jeu emblématique, et dès que j'ai commencé à parler de ça, j'ai vu qu'il y avait une interaction qui se créait, j'ai vu que les gens ils réagissaient, ils se disaient tiens c'est cool et tout, et je me suis dit mais en fait des gens comme moi il y en a plein qui sont passionnés mais qui n'en parlent pas forcément, et c'est là que j'ai commencé à trouver mes interlocuteurs. Après honnêtement je trouve que TikTok c'est pas on n'a pas de fidélité en fait, je sais pas comment l'expliquer. Voilà. Il y en a moins que YouTube, quoi. Non, mais même Instagram, je vois sur Insta, ils sont fidèles, ils reviennent tout le temps, on a toujours les mêmes abonnés qui reviennent, alors que sur TikTok, c'est très aléatoire, tout le monde peut nous voir un jour et plus nous voir le lendemain, c'est compliqué à travailler comme réseau. En fait, c'est cette notion de feed à un moment donné ça. où il y a une partie dans le feed où on dit mes abonnements et le feed le pour moi, quoi. Mais personne ne va dans mes abonnements. On espère juste qu'il tombe à un moment donné sur les pour moi, et puis s'il arrive, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je parlais du fait que YouTube est peut-être plus fidélisant, parce que du coup, il y a la catégorie abonnement et même la page d'accueil qui met plus en avant le contenu sur lequel on est abonné, quoi. Et sur Instagram aussi, c'est un peu la même chose. Il y a moins de découvertes sur Instagram et beaucoup plus de reels que des abonnés qu'on a. Mais après, c'est le jeu, quoi. Ça fait partie aussi du défi de TikTok à un moment donné, de se dire peut-être qu'on va se retrouver dans le pour moi d'un mec pour qui j'étais, je fais pas partie de ses abonnés à lui. Donc du coup, c'est ça le truc qui joue. Mais c'est vrai que ton contenu à toi, j'ai l'impression de le voir beaucoup plus souvent sur TikTok. Alors peut-être que TikTok on me connaît bien, mais il y avait un mec, alors j'arrive absolument pas à me souvenir de son nom ou de son pseudo, où justement lui il se remémore les souvenirs de génériques des années c'est Mozzi. Ah peut-être, ouais. Ouais, que je connais très bien aussi, qui est dans le même univers en fait, on fait la même chose. Ouais. Et le souvenir, et de toute façon en convention on en voit encore beaucoup, du Papa Blender, du Archeotoy et tout qu'on a pu voir. Où là aussi, c'est du contenu qui est très ciblé pour les gens qui ont connu les années 80-90, mais qui peuvent plaire aussi, pourquoi pas, à la génération Z. Oui, c'est ça, la génération Z, ouais. Oui, celle de 97. C'est ça, la nouvelle génération. Plus ou moins, oui. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, à un moment donné, de se remémorer aussi un peu les souvenirs d'une époque peut-être révolue, quoi. Mais les souvenirs, ça fait toujours un peu plaisir, quoi. C'est ça, c'est le petit frisson du oh, mais j'ai connu ça. C'est ça. C'est ce petit truc de ça me rappelle quelque chose. Non, mais c'est ça, et puis ce petit générique, on sait qu'on l'a entendu quelque part, mais le fait d'avoir la réponse, l'image d'un son qu'on se remémore, mais qu'on n'arrive plus du tout à identifier, ça change tout, quoi, c'est clair. C'est ça. Ouais. Et c'est comment vous faites créer un peu votre contenu sur TikTok? Est-ce que c'est sur des coups de tête? Est-ce que vous écrivez des trucs? Est-ce que vous répondez aussi peut-être à des exigences de votre public? Comment vous faites? Moi, actuellement, je dirais que je sais un peu ce qui plaît à ma communauté, ce qui plaît à mon public. Du coup, j'ai toujours plusieurs formats à proposer du coup, à la communauté. Et du coup, après, j'écris mes vidéos, après, je les tourne. Et après, de temps en temps, ça peut être des fois des extraits de conférences, ça peut être également des moments où un peu plus, on va dire, personnels, où je partage par exemple mon expérience dans des conventions, où je fais des challenges ou des choses comme ça. En vrai, je dirais que
comment dire, je crée beaucoup mon contenu aussi à l'instinct. Si je sens que j'aime bien ce que je fais, je le propose. Si au contraire je sens que j'ai tourné quelque chose mais que c'est pas si ouf, je vais pas forcément sortir ce contenu, on va dire. Ah ouais. Donc c'est assez réfléchi. Par exemple, là il y a quelques mois, j'étais au Japon et du coup, avant même d'aller au Japon, j'avais déjà préparé les contenus que j'allais tourner là-bas. Et il faut savoir aussi, voilà, pour les personnes qui sont sur le chat ou même dans le public, que si vous prévoyez un jour de travailler avec des Japonais, eux c'est très cadré leur manière de travailler. Et du coup, moi j'ai dû même préparer encore plus à l'avance mes projets pour que eux-mêmes valident le projet et qu'une fois sur place, on puisse se retrouver et tourner des projets ensemble. Ouais, On a une petite question sur le chat. Quel est le jouet le plus emblématique des années 90 ? Maman. Du coup, le plus emblématique, alors ça dépend parce qu'on avait cette notion de jouets de filles et de jouets de garçons à l'époque. Non mais c'est vrai, on avait ce truc un peu différent. Pour les garçons, j'aurais dit tout ce qui était gamme de figurines comme les Power Rangers. Les Power Rangers avec la tête qui se retourne, pour moi ça c'est emblématique. Et pour les filles, les Polly Pocket. Et est-ce que c'est lié, alors parce que j'en avais parlé à Papa Blender et à... Oui, si c'est à Papa Blender. Est-ce que aussi le fait que le souvenir et le fait que ça devienne un élément marquant de cette période-là, est-ce que c'est aussi le fait que ça soit lié au dessin animé ou tout le merchandising qui est fait autour, quoi ? Mais totalement. Il y avait tout était un engrenage en fait. Dès qu'il y avait un nouveau dessin animé, il y avait des jouets qui sortaient. Quand Pokémon est sorti, c'était n'importe quoi, une explosion. Et d'ailleurs, déjà, à la période du Club Dorothée, il y a beaucoup de jouets AB Productions qui sont sortis sur Dragon Ball Z, même sur Sailor Moon, ce genre de choses. Il y en a eu énormément qui ont diffusé des jouets et qui après, ont trouvé leur petite... Ils ont senti le filon. Le filon, hein, AB, de toute façon, ça reste une grosse secte avec beaucoup d'argent. De toute manière, il me semble que Pokémon, leur revenu... Il me semble que c'est pas forcément la franchise du jeu, par exemple, qui rapporte le plus. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, le merchandise, les jouets, les peluches, tout. Donc, comme quoi... C'est comme Disney, hein, à mon avis. Les films Disney se rapportent pas trop, mais... Les cartes Orcana, les chansons derrière. C'est les chansons qui fonctionnent. Ah putain, il y a les chansons aussi, c'est clair. Ah bah oui. Moi, j'ai une question. Pourquoi Levi ? Pourquoi Levi ? Ah, très bonne question. Hein. Il y a peut-être des gens du public qui savent. J'ai déjà dit. Non, vous savez pas ? Non, mais c'est une très bonne question parce que en fait Levi ça revoit directement à l'Attaque des Titans, du coup qui est un manga, un animé aussi appelé Attack on Titan. Et ce qui se passe c'est que moi j'ai fait une pause des animés pendant 5 à 6 ans, vraiment un gros ras-le-bol. Moi j'étais plus, je suivais à l'époque Dragon Ball Z, Naruto, j'étais vraiment forgé sur ces animés là et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de renouveau. Et également que c'était encore très dévalorisé quand tu aimais les animés, les mangas. Je vais pas en faire tout un charabia, mais on était tous jugés pour suivre ça. Du coup, je me suis un peu détaché de cet univers. Je me suis dit, je vais suivre d'autres choses pour un peu plus sociabiliser avec les autres parce que c'était vraiment un facteur d'exclusion, je pense, de suivre les mangas à l'époque. Et petit à petit, je me suis quand même remis dedans parce que quand on aime quelque chose, forcément, on y retourne un moment. Et le premier animé que j'ai suivi après cette pause, c'était l'Attaque des Titans. Et le timing était parfait, c'est-à-dire qu'en 2017, il y allait avoir la Japan Expo quelques mois après. Et du coup, moi, quand j'aime quelque chose, j'aime bien y aller à fond. C'est-à-dire que ça soit dans un concert, que ça soit dans une exposition, j'aime bien vraiment être dans le thème. Et par exemple, quand je vais à un concert de rock, j'aime bien être vraiment tenue de rock, etc. pour être dans l'ambiance. Et Japan Expo, je me suis dit, pourquoi pas tenter un cosplay ? Et du coup, je me suis dit, ok, cosplay, Attaque des Titans. Et du coup, c'est ce que j'ai fait à la première Japan Expo. De 2017 et ce qui se passe c'est que beaucoup de gens m'ont dit oh mais tu fais un cosplay de Levi. C'était pas forcément un cosplay de Levi, mais petit à petit je me suis dit bon, j'en ai marre que tout le monde me dise que je fasse un cosplay de Levi, je vais vraiment faire un cosplay de Levi maintenant. Et petit à petit j'ai fait ça, c'est devenu ma marque de fabrique malgré le fait que je fasse énormément de cosplay à côté et que je fasse pas non plus que du cosplay, je fais aussi du contenu vidéo où je suis pas forcément en cosplay. Par exemple là dimanche je viens à la convention mais je suis pas en cosplay. Et ce qui se passe, c'est que Levi, c'est vraiment un gars, enfin en tout cas dans l'Attaque des Titans, c'est un vétéran, c'est vraiment le mec sur qui tu peux compter. Et voilà, il a de l'expérience, il a du vécu. Et voilà, c'est le genre de gars que malgré les difficultés, il perd de plus en plus de camarades et il est toujours là, on peut compter sur lui. Et voilà, c'est un symbole de force et de confiance, je dirais. C'est beau. Pour vous, le cosplay, c'est quelque chose d'important d'incarner un personnage dans des événements comme ça ? Moi, pour le coup, c'est
Toujours les cosplays dans la nostalgie. Moi, je fais Sailor Moon. Donc Sailor Moon, dès que je rencontre des fans des années 90, ça parle tout de suite. Ouais. Il y a un truc qui se déclenche. Et j'aime bien ce truc d'incarner cette petite fille pour laquelle j'ai rêvé quand j'étais petite et me dire c'est moi aujourd'hui, je suis à sa place, je peux le faire. Et de sortir de ce monde d'adulte qu'on a, hein, moi, ma vie de maman, etc. Et de me dire allez, vas-y, je redeviens une petite fille le temps d'une convention, je mets mon cosplay et c'est parti, on part en convention. Enfin, c'est vraiment... je sais pas, c'est ludique pour nous. Enfin, je pense que pour toi, c'est pareil. Non, je suis d'accord. En vrai, ma vision du cosplay, elle a un peu changé depuis que ça s'est un peu professionnalisé, je dirais. Mais clairement, j'adore le fait de rentrer dans un personnage, de pouvoir l'incarner, de pouvoir vraiment... Quand les gens te voient, en fait, ça leur donne limite les paillettes aux yeux. Ils se disent, je vois le personnage IRL et vraiment, ça... Je sais pas, moi, j'aime bien rendre de manière générale les gens heureux. Et le cosplay, c'est vraiment le moyen parfait pour pouvoir sociabiliser, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres et pour pouvoir incarner son personnage. Et moi, j'aime bien aussi l'aspect du cosplay dans le sens où je suis identifiable sur certains cosplays et après les gens savent que j'ai fait tel et tel cosplay et j'aime bien aussi faire certes beaucoup de cosplays mais aussi être identifié sur certains de mes cosplays parce que après c'est une passion qui peut très vite coûter cher, qui peut très vite prendre beaucoup de place et actuellement le cosplay ça fait aussi partie de mon activité professionnelle donc j'arrive à dissocier les deux, c'est-à-dire faire du cosplay quand il y a l'aspect pro on va dire et le cosplay, on va dire, un peu plus chill, détente quand il le faut, on va dire. Parce que tu fais des concours en particulier de cosplay, c'est ça? En fait, pas forcément. En fait, il y a plusieurs... là, on part dans un autre débat, mais ce qui peut être intéressant, parce que le cosplay, c'est une sphère assez fermée, on va dire. On ne sait pas forcément ce qui se passe derrière. Je dirais qu'il y a deux catégories de cosplay. Vraiment, les gens qui veulent faire des concours cosplay, gagner des prix, être jury, créer leur propre costume. Moi, il m'arrive des fois de personnaliser quelques costumes, des choses comme ça. En tout cas, je taille mes perruques, se maquiller, mettre des lentilles, incarner le roleplay du personnage avec l'aspect théâtral. Mais moi, entre guillemets, pour lesquels je suis contacté, c'est sur des partenariats. Des fois, les marques ont besoin de mettre en avant des produits, des choses comme ça. Ils font appel aux cosplayers. Et là, récemment, j'ai collaboré avec la Toei Animation. Ceux notamment qui ont fait l'animation pour One Piece, Dragon Ball et plusieurs animés. Et en vrai, ils sont assez tatillons normalement sur les cosplays. Et j'ai pu faire une collaboration justement pour des produits cosplay officiels de One Piece, notamment avec Abby Style. Donc en vrai, c'est vraiment, dès que ça prend de l'ampleur, je dirais, au niveau des marques, que, en tout cas, on me contacte parce qu'ils savent que je suis assez pro sur les shootings, au niveau du roleplay. Donc je dirais que c'est surtout ça, moi, la catégorie que je vise. Parce que moi, faire des concours, etc., ça m'est déjà arrivé. Mais en fait... Il y a un aspect compétition dans le concours cosplay qu'on peut aimer, hein. Mais moi je me sens pas forcément apte à... je sais, le cosplay c'est vraiment une communauté riche, tu as beaucoup de talents, tu as beaucoup de gens qui excellent, que ce soit dans la création d'armures, dans la création de perruques ou même dans le roleplay. Moi j'adore en regarder, mais je me vois pas forcément participer à chaque concours. Je préfère laisser les gens très habiles dans ce domaine-là et continuer mon chemin dans une autre voie professionnelle. Malgré le fait que ça soit un genre d'image de marque, enfin c'est quelque chose qui te représente aussi d'être cosplayé ou Ouais, tout à fait. Après, je pense pour ma part que vu que je fais d'autres choses hormis le cosplay, que ça a un peu ouvert la voie du cosplay. Moi, ce que j'essaye de faire même à travers mes projets vidéo, c'est de démocratiser le cosplay, de dire aux gens, on est des êtres humains, coucou, on est en convention, certes. Ça peut être perçu comme du déguisement pour certaines personnes, mais il y a aussi un aspect pro, si jamais on veut viser un peu plus haut, entre guillemets. Et derrière les cosplayers, il y a de vrais humains et il y a des gens avec des sentiments, il y a des gens aussi qui veulent être écoutés et que c'est pas parce que, par exemple, moi je suis dans la loge avec les invités et tout, je fais partie des rares cosplayers invités, même si on a beaucoup quand même sur ce festival, je trouve. Et en vrai, il y a pas de barrière, faut pas se dire, oh je suis en cosplay, du coup je vaux moins bien que les autres. C'est une discipline, un art comme le dessin, je dirais, comme le théâtre. C'est juste que, vu que c'est un art entre guillemets nouveau qui commence à se démocratiser, je dirais récemment, il faut son petit bout de temps et petit à petit ça arrivera. Démocratiser, je l'espère, hein, mais pour moi ça devient moins marginal. Oui, surtout. C'est ça. Ouais. Et toi, maman, du coup, alors le cosplay, tu t'en fais un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est moins important. Alors
Non, c'est pas forcément moins important. C'est-à-dire que pour moi, c'est un plaisir le cosplay. J'ai vraiment du mal avec ce côté pas pro, parce que j'ai pas de souci avec ça. Mais pour moi, déjà, le cosplay, si quelqu'un veut débuter le cosplay, c'est parce qu'il a envie de le faire et de s'amuser. Et ce côté compétition, moi, il me dérange un petit peu parce que c'est une espèce de secte où on dit ah, t'as acheté ton cosplay. C'est pas terrible. Alors que pour moi, on a tous commencé par acheter un cosplay pour tester, se dire tiens, oh ouais, ça me plaît. J'ai envie d'ajouter un petit strass là, rajouter un petit truc. Et en fait, il faut que ça reste un plaisir. On peut en faire un côté professionnel, mais il faut surtout pas oublier de dire aux gens qu'il faut y prendre du plaisir surtout, et que c'est pas parce que c'est acheté et parce que vous savez pas faire vous-même que c'est grave. Vous restez, on est tous des cosplayers, peu importe. Ouais. Voilà. Et c'est. Mais ça, c'est le cosplay partie compétition, quoi. Oui, mais ça c'est ouvert, mais on a quand même encore du mal à dire tout le monde peut le faire. Allez-y, lancez-vous. Vraiment tout le monde peut le faire. Même si c'est juste un détail, mais allez-y, faites-vous plaisir, éclatez-vous quoi. C'est ça, le but du jeu, c'est de s'éclater. C'est de s'amuser. On en a vu avec On Joue Pop Warner des concours cosplay. Il y en a où il n'y avait pas particulièrement d'efforts sur le costume et tout, mais il y avait ce plaisir d'être déjà cosplayé. Et puis après, le cosplay, c'est pas que ça, c'est aussi la mise en scène, c'est la prestation que tu fais pendant le concours. Il n'y a pas que ça. Non. Et je sais qu'il y a des gens qui ont eu, alors qui n'ont pas forcément gagné, mais qui ont une mention honorable pour justement avoir fait une prestation qui était différente, qui proposait un truc un peu différent, même si c'était un truc déjà fait, quoi. Bah oui. Ouais, après, le cosplay, ça renvoie beaucoup à l'image de soi-même, à l'apparence. Donc, bien sûr. Petit warning, je dirais qu'il faut quand même faire attention. Ça peut être lié aux fréquentations, etc. Mais vu que ça renvoie directement au physique, il peut y avoir beaucoup de critiques, des choses comme ça. Donc, n'ayez pas peur d'en parler autour de vous, etc. Tout le monde peut faire du cosplay, mais forcément, c'est triste à dire, mais il y aura du jugement. Même moi, je vous dis. Je suis continuellement jugé pour mes cosplays, etc. Des fois, on m'appelle Levi de Wish, on me compare à d'autres cosplayers, etc. Ouais, faut pas croire. Par des gens qui n'oseront même pas un jour essayer de mettre un cosplay. C'est souvent ça. Après, moi, on va dire, je pense que c'est le cas aussi pour toi. On a un peu une carapace vu que ça fait plusieurs temps qu'on fait de la création de contenu. Mais voilà, petit warning pour les gens qui commencent et tout. Les gens peuvent être rudes, mais voilà, entourez-vous des bonnes personnes et vous allez kiffer. Je voulais justement rebondir sur ça parce qu'on parle beaucoup de cosplay, mais c'est aussi valable pour la création de contenu. Il y a énormément de personnes qui n'osent pas se lancer dedans. Donc aussi bien création de contenu cosplay et hors cosplay. Et justement, c'est aussi un conseil qu'on pourrait appliquer. C'est faites ce que vous avez envie de faire. Ne faites pas forcément du mainstream. Faites ce qui vous plaît, quand vous voulez. Et de n'importe quelle manière que vous voulez finalement. En prenant du plaisir. Voilà. C'est ça. Exactement. Ce qui compte, c'est la passion. C'est ça. Et c'est plutôt c'est ce moment où on doit s'exposer aux autres à un moment donné, que ça soit sur internet ou que ça soit en cosplay comme ça. Le cosplay dans des événements comme ça reste des endroits, on va dire, clos et où les gens se connaissent et tout le monde est d'accord avec ce principe-là. Et internet, c'est peut-être un peu plus différent, mais ça reste une exposition en public de quelque chose qui est pour certains marginal. Donc du coup, forcément, il y a du jugement et les gens sont prêts à dire des dingueries parce qu'ils ne le connaissent pas. Et en fait, c'est souvent de l'ignorance. Aujourd'hui, quand on critique quelque chose, c'est parce qu'on ne le connaît pas. C'est pas juste parce qu'on n'aime pas. Les gens, c'est une forme de fermeture d'esprit, mais pas forcément. Je pense que c'est les gens qui ne sont pas forcément intéressés et que la seule manière de l'exprimer, c'est juste de critiquer. C'est la méconnaissance. Mais heureusement qu'on a des personnes qui veulent démocratiser ce genre de choses. Mais c'est qu'en fait, on se permet sur les réseaux sociaux de dire des choses qu'on ne ferait pas dans la vie. Par exemple, je sais pas, tu vends un téléphone. Si je passe devant le magasin que j'aime pas le téléphone, je vais pas rentrer et dire j'aime pas ton téléphone et je m'en vais. Or sur internet, j'aime pas ton téléphone en commentaire. Alors qu'on le ferait pas dans la vie réelle. Pourquoi on se permet de le faire? L'anonymat, je pense. C'est terrible quand même. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, sur vos contenus, vous recevez des commentaires, alors pas haineux, mais négatifs de manière générale. Et comment vous le vivez, ce truc? En vrai, j'ai de la chance de manière générale. Et même, je le vois dans le chat, il y a pas mal de gens de ma commu. Salut le bataillon d'ailleurs. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai la chance d'avoir une très bonne communauté. Et même les gens qui tombent par hasard sur mes contenus, ils vont dire ouais c'est gênant, ils vont partir, ils vont pas rester à marceler ça peut être le cas par exemple pour des streameuses ou des créateurs de contenu qui font peut-être des sujets un peu plus touchy, je dirais. Mais moi j'ai beaucoup de chance, il y a beaucoup de bienveillance dans les gens généralement qui commentent mes contenus. Mais je dirais que la plupart du temps les plus grosses critiques que je reçois c'est sur le cosplay en mode ouais vraiment ton cosplay est dégueulasse, arrête de faire ça, c'est gênant, etc. Et
vu que je fais aussi du contenu sur la K-pop, on me dit ouais, la K-pop, attention, je vais dire les termes, j'espère que ça va pas être censuré. Voilà. C'est pour les. Voilà. Alors que ça devrait pas être une insulte, on me dit, mais c'est pour les PD. C'est pour les PD, Oh c'est là pour. là, oh là là. Ça ne retient pas, c'est bon, je peux pas encore dans qui dit ça. Je vais me limiter, mais en gros, c'est vraiment, on renvoie ça à des sujets qui n'ont pas lieu d'être, et vraiment en mode, ouais, t'écoutes la K-pop, t'es bizarre, t'es une petite fille, ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Alors que c'est un genre musical, hein. Pour moi. Donc, Chacun est libre d'écouter ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, Oui, encore une fois, je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui est pas connu des gens et donc du coup qui se donne une mauvaise image de ça, qui en fait une caricature quasiment. C'est ça. Ouais, à l'inverse, est-ce que ça serait pas non plus aussi, je sais pas s'il existe des groupes de fanatiques de Levi qui disent ah moi je préfère Levi dans l'animé et pas quelqu'un qui se déguise Oui, il y a ça en vrai. Ouais. Après, en vrai, je vais pas dire je les comprends, mais chacun a le droit d'avoir son avis. Moi, je me dis que voilà la critique. En fait, on peut pas y échapper, donc si ça leur fait plaisir, en fait, franchement, je leur dis, limite si ça leur fait plaisir de rigoler entre potes, etc., au moins ça solidifie leur lien d'amitié. S'ils veulent s'attaquer à moi, je m'en fous, franchement. Ça solidifie, oui, enfin ça solidifie leur lien d'amitié, on dépend de toi, donc c'est toujours un peu chiant. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est surtout envers les personnes qui débutent le cosplay que je trouve ça dur. Ouais. Je sais pas... Enfin voilà, déjà que s'exposer pour la première fois sur internet ou même de manière publique, c'est super dur, donc c'est vache d'attaquer les gens comme ça. Toi, tu as déjà vécu aussi ce moment-là où tu dois subir des critiques négatives ou des commentaires négatifs? Oui, oui, c'est arrivé régulièrement. Après, c'est le jeu des réseaux. En fait, on est obligé de se dire que c'est le jeu des réseaux. Au début, je prenais beaucoup à cœur. J'ai fait cette erreur de ah ouais, il faut que je réponde forcément aux commentaires. Alors moi, en général, ça s'attaque au physique parce que c'est tellement facile. Ah oui. Tu louches, nana, enfin des trucs comme ça. Moi, perso, j'ai pas de soucis avec moi-même, donc ça, au bout d'un moment, ça me passait au-dessus. Puis j'ai commencé à répondre avec autodérision. Là, du coup, ils répondaient plus parce qu'ils savaient plus quoi dire. Ils se sont dit ah mince, elle aime bien en fait, ça l'amuse. Mais je pense que pour des personnes un petit peu fragiles, ça peut être très compliqué. Parce que c'est vrai que des fois, on s'attaque à des blessures que certaines ont, que ce soit physique ou intellectuelle, enfin ça peut être vraiment sur tous les univers. Et vraiment, il faut faire mef là-dessus. Et on n'est pas à l'abri, personne. Alors moi, j'ai eu la petite particularité d'avoir un pseudo qui commence par maman. Maman, ça impose un petit respect quand même. Ouais. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je me suis dit, je vais être moins embêtée, on sait qu'il y a un mari, des enfants derrière, en général, on est un peu plus respectueux. Oui. Ah non, mais c'est vrai, ça marche vraiment. Mais je vois des petits jeunes qui se font souvent attaquer et j'ai envie de les défendre tout le temps, parce que forcément, j'ai ce truc de vouloir protéger tout le monde. Mais je dis non, passe à autre chose. Au pire, supprimer, passer à autre chose. Parce qu'on voit le 1% de négatif, mais on voit pas les 99 bons. C'est ça le problème. Bien sûr, oui, on reste figé là-dessus. On se focalise trop sur le négatif alors qu'il y a beaucoup plus de positif. Hein. Mais c'est l'esprit humain, je pense. Hein. On se reçoit une mauvaise critique et tout, ça va se marquer. Et donc, non, généralement, quand tu es fier de quelque chose, tu t'attends à ce que tout le monde soit plutôt encourageant, quoi. Et quand tu as une critique négative qui ne te paraît pas juste, tu le sens forcément beaucoup. Enfin, tu le ressens beaucoup plus de manière mauvaise, quoi. C'est surtout ça. Après, si c'est une critique constructive, moi je prends ça positivement. Oui. Donc, c'est vraiment sur les trucs. Nous, on a. Alors, je vais parler de mon cas, mais tout le monde s'en fout. Hein, mais sur On Joue Pop Corner, on a reçu des avis négatifs. Le premier avis négatif, je me suis dit, mais. Enfin, je sais pas, on avait l'air d'être bien, je sais plus ce qu'il racontait le gars. Mais... C'était quoi par curiosité? Je sais plus ce que c'était sur une interview, il y a un mec qui dit donner une âme au présentateur, je sais plus quoi, ou enfin un truc de connerie comme ça. Enfin bref, un truc vraiment pas du tout constructif. J'ai pas compris en fait, j'ai juste pas compris quoi. Sur le moment, j'ai pas répondu, hein, mais je m'en mordais les doigts pour lui dire espèce de salaud, je vais te retrouver, je vais te buter. Ah ouais, non. Non, mais dans le sens où je l'ai très mal pris et c'était juste parce que c'est la première fois, quoi. Mais en soi, je devrais m'en foutre, quoi. C'est juste que c'est quelque chose qui est au-dessus. C'est un random qui parle de ma manière d'être, mais voilà, quoi. Sur le fond, les autres, il n'y a pas de problème, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que sur YouTube, les pouces en bas ont été supprimés aussi justement pour éviter le spammage des pouces en bas et donner peut-être une image plus positive de YouTube et de la communauté YouTube, quoi. Bon, pour YouTube c'est un petit peu différent parce que c'est surtout les YouTube Rewards qui se prenaient les vagues de dislike à chaque fois.
Je sais pas si c'est vraiment lié au créateur de contenu lui-même et à sa protection. Oui, alors je sais pas trop. C'est non encore plus, vague. Mais bon, YouTube, c'est un truc un peu particulier, mais j'avoue. Mais d'ailleurs, je sais pas sur TikTok s'il y a un système de modération ou si vous avez la possibilité de modérer les messages. En vrai, si, sur TikTok, il y a aussi un système de modération parce qu'on peut faire des lives sur TikTok. Ouais. Du coup, en plus, je vois, il y a certains de mes modérateurs, ils sont sur le live. Mais quand même, ouais. Ce qui se passe, c'est que tu peux attribuer, mais après, c'est compliqué pour des modérateurs de gérer une plateforme comme TikTok parce que, comme on le disait tout à l'heure, TikTok, tu peux faire énormément de vues très rapidement. Ouais. Et les commentaires, ils peuvent vraiment s'empiler. Donc, vraiment, passer en revue chaque commentaire, c'est compliqué. Par contre, je trouve que c'est utile dans les lives parce que des fois, en fait, le fonctionnement de TikTok, tu fais défiler, tu scrolles sur ton téléphone, tu peux tomber sur le live d'un mec par hasard. Je sais pas, t'aimes pas sa tête, des gens peuvent venir critiquer, etc. On voit le rôle d'un modérateur, d'une modératrice, dans le sens où ils peuvent du coup bannir la personne, un peu comme Twitch en fait. Oui, non, mais c'est ça, oui, c'est bien. Et comment vous l'avez vécu, votre première grosse vidéo, celle qui a fait beaucoup de vues? Est-ce que vous l'avez compris, ce succès, par exemple, ou est-ce que vous étiez juste heureux, quoi? Alors, première vidéo vraiment qui a décollé, on parle. Je sais que toi, t'as eu des vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. Oui, c'est ça. Je crois aussi, toi, maman aussi. Ouais. En fait, ça dépend la période. Par exemple, là, récemment, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur le racisme dans le cosplay. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de cosplayers noirs qui n'osent pas se lancer dans le cosplay. Je les ai interviewés, ils ont pu me raconter les critiques qu'ils recevaient, etc. Mais certains osaient quand même le faire. Du coup, cette vidéo, elle a beaucoup fonctionné. Mais ma première réelle vidéo qui a fonctionné sur les réseaux et qui m'a dit, je me suis dit que c'était possible de faire quelque chose de TikTok. C'est une vidéo bête, hein, c'est un snap que j'ai posté. Ah bon, en fait, c'était une story, ouais, c'est ça. Et donc du coup, tu l'expliques pourquoi il y a eu du succès ou... Ouais, en vrai, c'est juste que du coup, je suis accompagné et voilà, la personne avec moi qui est peut-être dans le chat également n'arrivait pas à percer son bubble tea. Et du coup, les gens ont dû se dire, mais c'est facile de percer un bubble tea. Et ça a fait, je crois, 1 million de vues, un truc comme ça. C'est what the fuck en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, par exemple. Et c'est rigolo parce que ma première vidéo qui a vraiment percé, c'était un filtre Snap à l'époque. J'avais filmé mon fils, c'était un filtre qui faisait un effet manga. Et tout le monde disait que mon fils ressemblait à Eren. Ils étaient là, on dirait Eren. Et en fait, j'avais que ça en commentaire et elle a buzzé de fou parce que c'était la hype du moment. Enfin, tout le monde était là-dessus. Et ouais, elle a matché, mais je me suis dit. C'était même pas voulu, c'était pas forcément Eren? Ben non, parce que moi, j'avais même pas commenté. Enfin, j'avais pas mis, vous trouvez pas qu'il lui ressemble? Non, c'est tout le monde qui a, tu trouves pas, ils se sont tous auto-tagués. J'ai toute la communauté qui est venue. Incroyable. C'était drôle, comme quoi. Et en fait, oui, c'est l'une des problématiques de TikTok, c'est cette notion de partage et de visibilité, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des interactions pour que ça marche, mais les interactions, elles arrivent pas forcément comme on se l'imagine, mais pas grave, ça fait connaître aussi la chaîne et le contenu, quoi. Tout cool. C'est quoi vos prochains projets? Vous avez des gros trucs qui vont arriver? Des gros trucs ou des petits trucs, hein, mais... Après, c'est comment dire? Je veux dire, c'est presque un piège sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a toujours envie d'en faire plus, et que moi, je suis un peu tombé dans ce piège-là. Récemment, j'ai déjà fait des gros projets. J'avais créé carrément un événement, un peu une mini-convention, on va dire, pour fêter la fin de l'Attaque des Titans. Voilà, on avait des comédiens de doublage. D'ailleurs, certains comédiens étaient déjà là à l'événement et qui sont là aujourd'hui à Japan Tour. Voilà, coucou au Grégory si tu passes par là. Et ce qui se passe, c'est que j'ai des gros projets. J'ai déjà tourné pas mal de projets au Japon. C'est pas encore monté, donc je peux pas vraiment en dire plus. Je peux juste vous dire que c'est sur le cosplay. Et après, à ce niveau-là, c'est plus des projets qui sont sur les thématiques du cosplay, de la K-pop et du Japon aussi. En vrai, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est quelque chose de très grand. Si ça se concrétise, c'est des projets à plusieurs, mais voilà. Allez, dis-le. Je suis en plein travail dessus. Dis-le. Justement, on va avoir l'exclu. Tu parles de K-pop, mais tu voyages aussi en Corée? Tu fais que le Japon Là, j'ai pas eu encore l'occasion de voyager en Corée. Bon, j'ai fait une escale en Corée, mais c'était pas suffisant. Rester une journée juste à l'aéroport, pour moi, c'est pas aller en Corée. Donc non, mais c'est prévu que dans les prochains mois, prochaines années, j'y aille, quoi. Ok.
Et du coup, les projets, je suppose. Oui. Mais du coup, je vais me mettre à YouTube. Alors là, ouais. Pour fidéliser la communauté ou pour créer un autre type de contenu? Alors en vrai, c'est parce que j'aime bien travailler avec d'autres créateurs de contenu dans le même univers. Par exemple, Mozi, Papa Blender, Amy Shinry, ce genre de personnes qui sont exactement dans le même univers que moi, mais on n'arrive pas à trouver une plateforme où on peut faire quelque chose de ludique tous ensemble. Et je me suis dit, j'ai un concept qui est déjà monté, j'ai tout qui est prêt et le YouTube va être vraiment à destination de travailler tous ensemble sur cet univers qu'on aime en fait, mais pas juste moi sur YouTube. Non, c'est la bande de potes sur YouTube qui travaillent sur le même univers, quoi. Donc là c'est en projet, mais je sais qu'il y a du taf sur YouTube. Et ça serait une collaboration pour un one shot ou pour vraiment créer un groupe nostalgique, quoi? Un système de jeu en fait entre nostalgiques, mais après on peut travailler avec par exemple j'ai Géro qui était là tout à l'heure, Géro Japan, passionné du Japon. Je me suis dit il peut participer à ces vidéos avec sa cuisine japonaise. On peut trouver quelque chose toujours avec quelqu'un, mais j'ai envie de faire travailler les copains et qu'on soit tous ensemble en fait. J'ai ce besoin de partage parce que toute seule j'aime bien. Mais quand on est tous ensemble, c'est fun. Ça crée une cohésion de groupe et forcément ça change aussi le mood de la vidéo, quoi. C'est ça. Franchement, lance-toi sur YouTube. Moi, je te conseille vivement et tu verras, c'est vraiment les gens qui t'apprécient à fond qui seront sur YouTube. Donc, après, t'as que à gagner. Tu vois, je vise pas quelque chose de grand. Je veux vraiment que ce soit du partage et de l'éclate, quoi. Je suis d'accord, mais tu vois, comparé à TikTok, les gens qui vont regarder tes vidéos YouTube, du coup, c'est vraiment le noyau de ta communauté, on va dire. C'est un peu comme Insta, ils sont ancrés. C'est ça. Mais justement, vous parliez que vous utilisez TikTok. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser aussi le YouTube Short? Oui. Oui. Ouais. Et ça possède plus ou moins le même algorithme? En vrai, c'est le même algorithme à peu près que TikTok, c'est-à-dire que tu as des vidéos qui te sont proposées aléatoirement quand tu scrolles, notamment par rapport à ton watch time, c'est-à-dire le temps que tu passes sur chaque vidéo. Si tu passes beaucoup de temps sur des vidéos de chiens et de chats, tu vas voir que ça dans ton feed. Et ce qui se passe, c'est que ça marche un peu de la même façon, et je dirais même que ça évolue de plus en plus, mais il y a une période, il n'y avait pas trop de gens qui se mettaient au YouTube Shorts. Je trouve que c'est une bonne manière de créer du contenu et d'avoir un peu de visibilité. Mais après, il faut savoir que les vues de YouTube Shorts sont totalement différentes des vues des formats longs. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder tes vidéos YouTube Shorts ne sont pas les mêmes forcément qui vont regarder tes formats longs. Parce que vraiment, il y a deux types de publics. Les gens qui aiment bien consommer du contenu de manière fast-food, on va dire, un peu rapidement. Par exemple, quand tu es dans le métro ou même quand tu es dans ton lit, etc., tu as envie de regarder des choses qui vont vite. Et les gens qui sont prêts à se poser devant un format de 20-30 minutes pour te regarder. Et je dirais même que c'est plus facile du coup de faire des vues sur un format court qu'un format long, parce qu'un format long, il faut beaucoup être plus engagé avec le créateur, mais avec le contenu qu'il propose également. Ouais, puis le YouTube Short, il est bridé à 1 minute, je crois. Ouais. C'est 1 minute, donc c'est dommage en plus. Court, quoi. Moi, je suis souvent à 1 minute 50, alors je peux pas, mais les basculer, c'est très compliqué. C'est vrai que je suis obligée de raccourcir ou d'accélérer, ou j'ai toujours des petits tips. Mais, ça, tu fais partie 1 et partie 2. C'est ça. Ouais, mais alors ça, j'ai du mal, parce que déjà, moi, quand je regarde partie 1, je fais vas-y, je passe à autre chose. Il faut réussir à laisser les gens engagés sur la vidéo, sur 2 parties. C'est pas facile. Et super, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était très sympa de découvrir un peu votre contenu et de découvrir votre chaîne et de pouvoir discuter avec vous. Et d'ailleurs, vous, je renvoie la question du coup, mais vous, c'était quoi votre approche au niveau du cosplay et même de la création de contenu de manière générale? De la création de contenu, alors nous, on n'est pas tellement orienté sur le cosplay. On a déjà fait animer des concours cosplay, des trucs comme ça, mais nous, ça fait 2 ans qu'on fait de l'animation, et le cosplay, oui, ça a toujours été un truc. On était un peu intrigués au début parce qu'on connaissait pas réellement cette communauté-là, et on n'avait pas, moi particulièrement, j'avais pas non plus tellement en convention non plus. Mais j'ai découvert cet univers-là, et moi c'est un truc qui me fait bien kiffer. Mais en fait, je vois que ça fait kiffer ceux qui font du cosplay, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir si ça m'intéresse ou pas, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment des cosplays hyper cool, et vraiment il y a un système D qui est développé et qui est incroyable, et c'est surtout qu'il y a une communauté derrière qui crée vraiment des zones de partage qui font qu'aujourd'hui le cosplay alors pas se professionnalise, mais devient de moins en moins amateur, et il y a une vraie forme de perfectionnisme qui arrive, et
et je vois que c'est plutôt cool. Après, en termes de création de contenu, oui, j'aimerais bien faire 1 milliard de vues par mois, mais c'est pas quelque chose de possible. C'est ça. C'est compliqué. Ouais, Non, mais ouais. J'allais dire, moi personnellement pour le cosplay ça va, j'ai toujours été habituée, j'avais justement des amis au collège qui ils étaient à fond dans justement tout ce qui était K-pop, cosplay et tout, donc j'ai jamais jugé, et justement c'est à travers elle que j'ai pu voir, c'est surtout il y a une forme de solidarité monstrueuse entre les cosplayers vraiment qui sont passionnés par ça. Et c'est une communauté que j'admire au fond. Ouais, c'est ça. Bon, j'espère ne pas me faire des ennemis en disant ça, mais moi qui suis un peu dans plusieurs thématiques, je trouve que la communauté du cosplay, parallèlement à la communauté de la K-pop, c'est deux communautés qui sont très engagées. C'est-à-dire qu'elles adorent ce qu'elles font, elles sont passionnées et elles sont vraiment prêtes à défendre leurs intérêts. Et voilà, c'est ça qui fait avancer les choses également. Ben c'est sûr, mais parce qu'encore une fois, il y a cet aspect d'ombre, en fait, j'allais pas dire cette mode, mais en fait cette manière de faire les choses ou d'appréhender soit une manière de s'habiller, soit une manière d'écouter de la musique qui est différente. Et forcément, comme c'est quelque chose, encore une fois, de marginal et qui n'est pas trop connu, il faut un peu tambouriner la manière de penser aux autres pour le faire accepter à un moment donné, parce que ça reste toujours quelque chose qui n'est pas connu et donc du coup qui est jugé par des ignorants à un moment donné. Ouais, même je rajouterais que d'un côté ça fait aussi l'aspect mystérieux du cosplay, c'est que la plupart du contenu cosplay qui est créé sur internet, c'est soit des photos, voilà les photos pour son portfolio etc, notamment sur Instagram, c'est beaucoup valorisé et c'est aussi très important dans le milieu du cosplay, mais il y a aussi des trends par exemple sur TikTok, des choses comme ça. Et du coup, ce qui fait qu'on n'a pas souvent la parole des cosplayers, mine de rien. Oui, c'est vrai. Et moi, c'est pour ça que j'essaye pas mal de faire des projets où je donne la parole à des gens qu'on n'entend pas tous les jours pour exprimer leurs avis et également ce qu'ils pensent sur le cosplay, sur la manière de se faire juger et la manière d'être intégré dans la communauté. Et je trouve ça intéressant d'avoir vraiment plusieurs avis parce qu'il y a de plus en plus de reportages qui sortent, même sur des chaînes de télévision. En vrai, les reportages cosplay, c'est comme les animés, les mangas et la K-pop. Je trouve que ça devient de plus en plus sérieux sans forcément dévaloriser la passion. Donc ça évolue quand même dans le bon sens pour moi. Ça dépend du média, moi ça je dépend trouve quand même, parce qu'il y a des médias peut-être un peu plus traditionnels ou un peu plus, je sais pas, enfin des médias qui sont là plus pour s'amuser que pour vraiment traiter de l'information. Qui sont là plus pour se moquer tout de même. Mais enfin moi de loin je vais me dire ce cosplay il est pas fou je peux rigoler aussi d'un cosplay que je trouve vraiment ridicule, mais parce que c'est juste l'aspect ridicule du cosplay où je vois qu'il n'y a aucun effort, mais c'est pas tellement sur aller juger le mec, c'est vraiment aller juger le gars qui fait zéro effort pour faire son cosplay. Et encore une fois, s'il a envie de faire ça et s'il a envie d'être cosplayé en Spider-Man en tissu élastique, il peut quoi. Mais le truc c'est que je vois la comparaison. Une fois, j'avais vu un mec qui s'était cosplayé en reine Alien dans la série de film Alien. Je l'ai trouvé incroyable. Et c'était vraiment du carton. Ça se voyait que c'était du carton. Mais c'était hyper bien foutu. Et le mec, on voyait qu'il avait mis des heures pour le faire, son costume. Et c'est du système D. Ça lui a coûté, alors disons peut-être 15 balles en comptant le scotch, quoi, tu vois. Mais ça lui a rien coûté. Et le mec, il s'est donné à fond. Et il a donné vraiment la définition la plus juste du cosplay pour moi. C'est-à-dire qu'il s'est mis l'effort de faire un truc vraiment stylé pour que dalle et pour montrer au monde entier que c'est possible de faire tout avec n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, franchement, c'est un sujet assez vaste. Moi, j'aimerais bien rajouter également que, voilà, là, je vous parle vraiment d'un point de vue aussi professionnel. Bon, je suis pas cosplayer professionnel vu que j'ai plusieurs activités, je parle pas que de cosplay, mais je trouve, et ça n'engage que moi, c'est mon avis, qu'il faut davantage de marques et aussi de sociétés qui fassent confiance aux cosplayers, que ce soit pour des projets rémunérés, pour des projets associatifs, des choses comme ça. Laissez les cosplayers aussi leur faire confiance pour qu'ils mettent en place des choses, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera avancer du coup ce milieu-là, parce que ça reste encore marginalisé, et on le voit dans d'autres secteurs, par exemple le secteur du manga, des animés, on voit les maisons d'édition qui se développent de plus en plus, et pour moi, il n'y a que en valorisant plusieurs projets, des personnes qui sont motivées à se professionnaliser dans ce type de structure, qu'on fera avancer les choses et qu'on pourra donner la voix à des paroles à des gens qui défendent leurs intérêts et les intérêts de tout le monde, quoi. Après, ça ne peut qu'avancer en fait, parce qu'on regarde, on a pas mal évolué quand même. Aujourd'hui, on ose dire qu'on fait du cosplay.
Avant, tu te déguises. C'est drôle, moi aussi je me déguise à la fête, enfin voilà. Et en fait, on voit, ne serait-ce, j'en parlais tout à l'heure, mais l'époque Club Dorothée, quand on faisait Dragon Ball Z, machin, c'est quoi ça? C'est dangereux pour les enfants, les mangas. Enfin, on était vraiment dans ce truc de, on connaît pas, on critique, c'est quelque chose qui n'est pas normal au final, alors qu'aujourd'hui c'est ok de lire des mangas et il y a des profs de français qui font lire des mangas aux gamins et je trouve ça tellement bien. Enfin on évolue, je pense qu'on évolue, c'est long, mais on commence on touche du bout du doigt quelque chose. C'est l'évolution naturelle de la société à un moment donné où on touche de plus en plus à la liberté individuelle à un moment donné. Et même s'il y a des vieux de la vieille qui pensent que c'est pas bien d'être habillé de telle ou telle manière ou c'est pas bien de s'exprimer de telle ou telle manière, même pas bien de penser de telle manière, à un moment donné, chacun aura des envies particulières qu'il aura le droit de faire à un moment donné. Donc, tant que ça respecte la loi, hein, bien sûr. Mais en soi, ça paraît l'évolution naturelle des choses à un moment donné. Ouais. Et des fois, même, je me suis pu questionner, je me suis dit, les gens qui jugent le cosplay, qui disent par exemple déguisement, des fois, c'est même pas de la méchanceté, c'est plus de la méconnaissance. Après en avoir parlé à plusieurs personnes. Et une fois... Voilà, au moins ça sert d'expérience pour les autres. Moi j'avais dit que déguisement à l'époque, j'avais fait une vidéo, j'avais dit que c'était un peu péjoratif dans le sens où les gens peuvent comparer ça à un peu un clown de cirque, les choses comme ça. Mais il y a des gens qui font du déguisement, mais du déguisement de high level. C'est-à-dire que par exemple pour Halloween, ils te font un déguisement et c'est différent du cosplay parce que t'as pas l'aspect roleplay du coup. Ouais. Mais c'est-à-dire que déguisement en soi, si jamais un jour vous recevez cette critique, ne vous braquez pas tout de suite, ce n'est pas forcément péjoratif, c'est plus de la méconnaissance, je dirais, ou de la confusion. On est là pour ça, en fait, pour leur expliquer que... c'est ça. Alors, je vais t'expliquer, en fait, un déguisement, c'est pas du tout pareil, le cosplay, tu vois. Et en fait, en leur apportant l'explication du cosplay, ils se disent « Ah, mais oui, maintenant, je le saurai ». Et du coup, il y en a qui se corrigent. Moi, j'ai des gens autour de moi qui, maintenant, disent « cosplay ». Alors que, moi, ma mère, cosplay... Voilà quoi, elle a toujours dit déguisement. Elle sait ce que c'est maintenant. Aujourd'hui, elle dit il était beau ton cosplay. Je me dis j'ai réussi un truc là. Et super, on va devoir rendre l'antenne parce que la régie nous engueule comme à chaque fois. Merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé avec nous du sujet du cosplay et de vos chaînes en particulier. Et puis nous on se retrouve demain après avoir bien dormi, je l'espère. Parce que là ça fait beaucoup d'heures tout de même. Merci beaucoup à vous et on se retrouve demain à la Japan Tour Festival. À demain. Au revoir les amis et merci beaucoup à tous les nouveaux followers.